Bonjour Marion Maréchal Le Pen. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et à vous. Faire confiance à Emmanuel Macron, c'est comme confier un pensionnat de jeune fille à un violeur. Est-ce que ce genre de phrase a sa place dans une campagne présidentielle? Non, je suis d'accord, ça fait partie du langage fleuri un petit peu de Gilbert Collard, on le connaît un petit peu pour ça. Mais est-ce que c'est responsable quand l'enjeu est si important? En revanche, ce que je peux vous dire, ce qui est certain, c'est que de plus en plus aujourd'hui, Emmanuel Macron concentre les attaques vraisemblablement parce qu'on est en train enfin de connaître la teneur de son programme. Enfin, ça, c'était pas sur le fond, en l'occurrence. Qui, il est vrai, est absolument néfaste pour la France. Et la deuxième chose, c'est qu'on est en train de se rendre compte que si M. Macron est malheureusement élu, nous aurons demain une majorité socialiste. Voilà. En grande partie, nous allons retrouver la majorité socialiste hier que nous avions eue sur les bancs de l'Assemblée avec M. Hollande. Et c'est si vrai qu'on peut constater aujourd'hui qu'une immense majorité de ses soutiens sont issus des rangs de l'extrême gauche et de la gauche qui a gouverné depuis 30 ans ce pays. Alors, ça tombe bien que vous parliez de majorité, parce que si vous voulez bien, on va parler de votre candidate, Marine Le Pen. Si elle était élue à la présidentielle, quelle serait la sienne de majorité? Est-ce qu'elle pourrait vraiment appliquer son programme? Parce que la question de la majorité est essentielle pour tous les candidats. Je vais absolument vous répondre. Et en ce qui concerne, simplement pour finir là-dessus, François Fillon, on est face à la même révélation, puisqu'on découvre qu'il a octroyé 96 circonscriptions, si je ne m'abuse, à l'UDI, c'est-à-dire au centre. Et c'est une fois de plus la preuve que cette fausse droite sera dans le consensus mou avec le centre. Voilà. Et face à cela, eh bien, nous avons, nous, une candidate, Marine Le Pen, qui, pour le coup, a une immense majorité de candidats issus de la société civile. Parce qu'on parle beaucoup de la société civile, vous savez, dans ces débats. D'ailleurs, j'attends toujours les candidats. C'est le cas d'Emmanuel Macron, d'ailleurs. Je ne les ai pas vus dans son équipe. Vous noterez bien. Moi, j'ai vu vous noterez bien que tous les candidats, une grande partie des candidats investis pour les législatives, j'ai vu des professionnels de la politique de gauche. J'ai pas vu énormément de gens de la société civile dans son équipe. Mais enfin bon, en tout cas, ce dans ces meetings. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, nos candidats, pour l'immense majorité d'entre eux, ne vivent pas de la politique, exercent un métier. Ce sont donc des candidats de la société civile. Et à ce titre, moi, je suis convaincue que les Français, par souci de cohérence, donneront une majorité à Marine Le Pen. Ça me paraît évident. On a d'ailleurs pas mal de candidatures d'ouverture. Pour vous donner deux exemples, dans le Var, par exemple, dans le Sud-Est, on a un maire sans étiquette qui va être soutenu par le Front National. On a un ancien député UMP déçu par le gouvernement de M. Sarkozy qui nous a rejoints. Et on aura peut-être, je l'espère, je le souhaite, des alliances avec un certain nombre de candidats, de sortants, qui pourraient nous apparaître compatibles à droite avec la grande vision de la France que nous portons. Mais ça, ce sera probablement des débats d'entre-deux tours. Donc pas de négociation avec les Républicains pour une éventuelle majorité? Certainement pas. Même si vos candidats ne sont pas élus? Certainement pas des alliances de partis, des alliances de personnalités au cas par cas, pourquoi pas? Ça fait longtemps qu'on le défend. J'espère peut-être qu'un jour, aussi des personnalités comme Nicolas Dupont-Aignan pourront peut-être discuter avec nous. Je le souhaite en tout cas. Alors on va parler du programme, 144 engagements présentés au mois de février. L'engagement numéro 6 vous concerne tout particulièrement. Il s'agit de la suppression des régions. On garderait l'État, les départements et les communes. La région, ça a pourtant été une grande bataille électorale en 2015 pour le Front National. Vous êtes vous-même conseillère régionale en région PACA. Ça veut dire qu'au quotidien, vous vous sentez que vous êtes inutile ou... Non, ce que je veux vous dire, c'est que déjà, on ne fait pas de la politique quand on est un mouvement politique en fonction de ce qu'on aimerait que la France soit. Ça me paraît évident, on fait de la politique. Vous ne croyez pas à la dynamique économique des régions aujourd'hui? Non, et je le crois d'autant moins qu'aujourd'hui je siège dans cette assemblée et j'en vois les limites et j'en vois l'inefficacité. Et c'est vrai que je constate aujourd'hui que les régions n'ont aucune cohérence économique, culturelle, historique, géographique. Enfin, moi-même, en Provençal-Côte d'Azur, nous avons la Provence, le comté de Nice, une partie du Dauphiné, que c'est un échelon trop important, encore davantage avec les 13 régions nouvellement formées, et donc très éloigné des centres de décision, qu'elle forme l'irresponsabilité politique et une forme d'opacité. Alors, il y a plus de pouvoir cependant que les départements, et c'est vrai que vous allez à contre-courant de ce qui se passe en Europe. Quand vous voulez sortir de l'Europe, comme vous, au Front National, est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir des régions fortes, comme on voit Non, je ne crois pas du tout à cela. C'est vrai qu'il y a une vieille tendance aujourd'hui en vie politique française de vouloir absolument copier nos alliés allemands, avec d'ailleurs souvent des raccourcis intellectuels un peu limités, parce qu'aujourd'hui, certaines régions allemandes sont beaucoup plus petites que nos anciennes régions françaises. Donc à mon avis, c'est assez que nos départements. Et puis par ailleurs, c'est un modèle fédéral, ce n'est pas du tout le modèle que nous souhaitons. En Espagne aussi, les régions sont très fortes. Oui, mais en l'occurrence, nous considérons que le département est un échelon beaucoup plus judicieux, est un échelon de proximité, mieux à même vraisemblablement de récupérer une partie de ses compétences régionales et de les gérer efficacement. On va parler de la sortie de l'euro, qui intéresse évidemment beaucoup de Français. D'ailleurs, une majorité dans les études d'opinion est contre cette sortie de l'euro. Vous prenez un risque
au Front National. D'ailleurs, Marine Le Pen a engagé sa responsabilité sur un éventuel référendum. Oui, alors on prend un risque, mais de la même manière qu'on prenait un risque en parlant d'immigration il y a 40 ans. Et nous avons fait du chemin, nous avons convaincu depuis beaucoup de Français. Nous ne faisons pas de la politique en fonction des sondages d'opinion, mais en fonction de ce qui nous apparaît juste et nécessaire pour l'indépendance du pays. C'est vrai que Marine Le Pen a engagé sa responsabilité sur un référendum touchant à la sortie de l'Union européenne. Alors que 3 Français sur 4 sont contre la sortie de l'euro. Nous espérons que l'arrivée de Marine Le Pen aux affaires et dans la foulée, l'obtention de cette majorité permettra d'avoir un vrai débat démocratique sur le sujet, loin des caricatures. Or, nous avons besoin aujourd'hui de poser cette question aux Français parce que Marine Le Pen ne pourra pas mettre en œuvre demain son projet, que ce soit en matière budgétaire, en matière migratoire, en matière fiscale, en matière commerciale, si nous ne remettons pas en cause ce système européen. Alors, simplement pour en finir là, sachez quand même qu'avant de sortir de l'Union européenne, il y aura vraisemblablement un délai de 2 ans, qui est un délai incompressible de négociation avec l'Union européenne, et que durant ces 2 ans, nous allons profiter de cette durée pour mettre en œuvre un certain nombre de réformes économiques nécessaires, que ce soit sur la baisse des charges des entreprises, que ce soit sur la réforme du RSI, que ce soit sur la baisse de l'impôt sur les sociétés, bref, de quoi réoxygéner notre économie et faire les économies qui s'imposent. On est tous d'accord, le Front National, comme tous les autres partis, sur le fait qu'une sortie de l'euro créerait une dévaluation de la monnaie, puisqu'on reviendrait au franc. Qu'est-ce que vous dites? Alors, ça boosterait les exportations, et c'est là votre argument, mais qu'est-ce que vous dites aux Français qui ont épargné et qui se retrouveraient avec une épargne qui est aussi dévaluée? Alors, ça, de la même manière, je vous signale que... c'est très concret pour les gens, ça. Hein. Oui, bien sûr, mais depuis 2014, l'euro a été dévalué de 25%, et je ne crois pas que les épargnants... Mais le franc serait dévalué de 30% selon les estimations. Ça n'est pas rien. Oui, mais que les épargnants aient vu une quelconque différence sur leur épargne, si tant est que cette épargne ne soit pas utilisée on vit dans un monde à l'étranger, en l'occurrence. Oui, mais il y aura vraisemblablement un certain nombre d'effets immédiats avec la sortie de l'Union européenne. Il y aura aussi beaucoup d'effets positifs dont on parle peut-être moins, et au premier rang desquels un regain quasi immédiat de compétitivité dont nous avons besoin pour notre industrie et pour notre agriculture. Sauf que notre industrie est très dépendante aussi des produits que nous achetons à l'extérieur. Mais ça c'est très important aussi, c'est une question aussi de liberté politique. Parce que ce dont on ne parle pas, c'est qu'avec cette monnaie européenne, demain, si nous prenons une décision qui déplaît à la Commission de Bruxelles, comme par exemple la sortie de l'espace Schengen, nous pourrions subir le chantage qu'a subi la Grèce de se voir couper par la Banque Centrale Européenne les liquidités. Et donc sur le long terme, c'est aussi une question de liberté politique. Par ailleurs, avec la dette que nous avons, cette liberté sera très difficile à exercer. Non, je ne crois pas, mais on peut rentrer dans le débat technique, cette dette est grandement libellée en droit français, donc il n'y aura pas de hausse majeure. 60% est détenu par l'étranger. Mais il y aura 60% de la dette française. Je vous parle des taux d'intérêt, et on pourrait même parler de ce que nous coûte aujourd'hui l'intérêt de la dette, qui est autour de 40 milliards d'euros par an. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'économies à travers l'euro à faire, mais c'est très court pour pouvoir en parler techniquement. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui répondre à nos questions. Merci. Et puis j'ajoute que demain, c'est Emmanuel Macron qui sera notre invité dans le journal de 20h. On va parler maintenant d'une illustration très concrète de la politique. La nouvelle loi anti-gaspillage est entrée en vigueur il y a quelques semaines. Les supermarchés ont désormais l'obligation de proposer aux associations humanitaires leurs produits sur le point d'être périmés. En France, près de 10 millions de tonnes sont jetées chaque année. Un constat qui a aussi poussé les restaurateurs indépendants à réagir. Ils ont trouvé un autre moyen pour sauver leurs marchandises, une application pour smartphone que nous présentent Anissa Sekaï et Ayane Koudou. Et si réduire le gaspillage alimentaire était aussi simple qu'un clic? Là, j'ai regardé en fonction d'où je me situais et j'ai vu un commerçant qui a une épicerie fine et qui propose des produits bientôt périmés à des prix très attractifs. Bonjour. Une fois la commande validée, le paiement s'effectue directement en ligne. Donc, tout est là? Il n'y a plus qu'à la récupérer. Super, merci beaucoup. Au revoir. Alors, qu'est-ce que vous avez récupéré? Le fromage, la viande et les petits sablés. Et au total, vous en avez pour combien? J'en ai comme prévu pour 11 €. Une économie de 6 €. Avec ce genre d'application, on a une perte qui à la fin de l'année est quasiment nulle. Donc pour nous, c'est génial. Bonjour. Ces applications s'utilisent aussi dans la restauration. Lison a payé son repas 4,50 € et économise donc 9,40 €. Ils auraient pu finir à la poubelle et au lieu de ça, ils vont être dégustés avec plaisir par beaucoup d'étudiants qui vont se régaler. Et donc on va réduire le gaspillage alimentaire, on fait une bonne action pour la planète et une bonne action pour notre estomac. Ce service est disponible dans 9 grandes villes,
les invendus peuvent être récupérés à chaque fin de service. Ces applications sont gratuites. Les startups, elles, prélèvent 1 € sur chaque transaction. Depuis le début, en 6 mois, on a sauvé plus de 45 000 repas aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui plusieurs centaines de repas, je n'irai pas jusqu'au millier, mais pas loin, qui sont récupérés par nos utilisateurs tous les soirs chez l'ensemble de nos commerçants partenaires. À long terme, ces applications anti-gaspillage alimentaire pourraient contribuer à réduire les 9 millions de tonnes d'aliments gaspillés chaque année en France.